plutôt que de suivre le schéma des conférences précédentes où je présentais 8 artistes de 8 pays différents, ben là, aujourd'hui, je me suis laissé aller un peu. Je suis allé selon mes coups de cœur. Alors, allons voir ce que la conférence d'aujourd'hui nous réserve. Alors, sur les 8 artistes aujourd'hui, il y en a 4 Français, 2 Américains, un Espagnol et un Italien. L'Italien, c'est pas le moindre, c'est Michel-Ange. Alors, voilà, le premier, c'est un Français, Aristide Maillol. Le deuxième, l'Américain, Dale Chiuli. Le troisième, c'est l'Espagnol, Antoni Gaudi. Et le Français, Auguste Rodin. Le mouvement du mois, c'est l'hyperréalisme. On va suivre l'Italien Michel-Ange, l'Américain Dwayne Hanson. On va parler de techniques de sculpture, le modelage, la taille et l'assemblage. Pour terminer avec le Français Jean-Baptiste Carpeau et la Française Niki de Saint-Phal. Alors, allons-y avec M. Maillol. Cette photo d'Aristide Maillol date d'une époque où les vieillards avaient vraiment l'air de vieillards. Il est né en 1861 à Bannines-sur-Mer et il est décédé en 1944. Maillol était un peintre, graveur et sculpteur français. Au début de sa carrière, il s'intéressait à la peinture et aux arts décoratifs. C'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il s'est tourné vers la sculpture. Son œuvre est fondée sur des formes pleines qu'il a élaborées à partir de l'étude du nu féminin jusqu'à l'épurement, anticipant les styles d'abstraction qui viendra plus tard. Ses créations ont marqué le tournant entre le 19e et le 20e siècle. Il a inspiré des grands artistes comme Henry Moore, Jean Arp et trouvé une résonance chez Picasso et Brancusi. Allons voir sa première œuvre, Leda. L'année 1900 a été une étape cruciale dans sa vie car il inventa tout un répertoire de formes qui vont préfigurer ses œuvres à venir. Ses premières sculptures, d'abord en bois, puis en terre cuite, se rapprochent de la sculpture grecque de l'Antiquité. La perfection des formes de cette statue de Leda a beaucoup impressionné Rodin et Mirabeau. D'ailleurs, ce dernier l'a acheté en 1903. On la retrouve maintenant au Metropolitan Museum de New York. La Méditerranée, 1905. Ce statue en bronze que Maillol a créé en 1905, quand il a exposé cette sculpture au Salon d'automne, ce fut un triomphe. Cette sculpture monumentale représente une femme assise, absorbée dans ses pensées, dont le coude appuyé sur son genou et sa tête reposant sur sa main forment une composition géométrique. L'action enchaînée de 1908. À partir de 1905, Maillol reçoit plusieurs commandes, dont ce monument à l'honneur de révolutionnaire emprisonné d'une bonne partie de sa vie. Maillol nous présente une femme qui tente en vain de se libérer de ses entraves en créant un puissant mouvement de rotation du torse. Cette conception d'un monument public crée un terrible scandale, car c'était du jamais vu. Cette statue se trouve dans le jardin des Tuileries à Paris maintenant. Hommage à Cézanne. Cette œuvre avait été commandée à Maillol en 1912 par Aix-en-Provence, qui voulait rendre hommage à celui qui, grâce à ses tableaux, veut connaître cette région. Cette sculpture en pierre se trouve maintenant au musée d'Orsay, car la municipalité l'avait refusée, s'attendant à autre chose de toute évidence. Après la mort de Rodin en 1917, c'est Maillol qui est considéré le plus grand sculpteur de France. Monument à Claude Debussy. En 1930, Maillol est au fait de sa gloire. Il reçoit une commande de Saint-Germain-en-Laye qui veut honorer un de ses enfants, Claude Debussy. Il réalise une œuvre d'une exquise douceur. C'est la seule occasion qu'il aura de traiter de la musique. Cette femme dont la tête est inclinée est en pleine contemplation, avec ses bras ballants, comme s'il suivait une mélodie. La rivière. 1938. Elle représente un nu féminin allongé sur une table. C'est une des statues de la fin de la vie du sculpteur. Elle était installée au Jardin des Tuileries à Paris depuis 1964 à la demande d'André Malraux, ministre de la Culture de l'époque. C'est une mise en scène dramatique, celle d'un corps emporté par la puissance des flots. Il existe plusieurs versions de cette œuvre exceptionnelle, dont un exemplaire se trouve au Museum of Modern Art de New York. L'air, 1938.
C'est une des 8 sculptures commandées par la ville de Toulouse pour commémorer la disparition de l'avion Croix du Sud, qui n'a jamais été retrouvé lors de sa 24e traversée de l'Atlantique vers l'Amérique du Sud à partir de Toulouse. Mayotte se serait inspiré de sa propre œuvre, Homère de Cézanne, en réarrangeant divers éléments. Néanmoins, cette œuvre est tout à fait originale et semble d'une beauté supérieure à la sculpture originale. Les 3 grâces. Selon la mythologie grecque, ces jeunes femmes personnifient la beauté, la douceur et l'amitié. Elles sont éternellement jeunes et belles. Depuis 1965, elles sont présentes aussi dans le jardin des Tuileries, suivant la directive de M. Malraux. L'Île-de-France. Créée en 1925, cette œuvre de Mayotte veut représenter de façon allégorique la région fertile autour de Paris. Donc ça, c'est les 3 grâces qui suivent. Voici l'Île-de-France. La région fertile autour de Paris, arrosée par la Seine et ses affluents. Le guerrier mourant. Les monuments aux morts qu'il exécuta pour sa région natale suscitèrent moins de controverses que son monument à ses armes, qui a été refusé par la commune d'Aix-en-Provence. Il conçut 3 reliefs disposant de triptyques. Au centre, il disposa son guerrier mourant dont il disait « C'est extraordinaire, on dirait tout à fait une statue d'antiquité ». C'est une sculpture en pierre. À l'origine, le monument avait été placé sur le promontoire face à la mer. Il a été déplacé en 1989 pour la protéger des intempéries. On va laisser maintenant M. Mayol, mais avant de le laisser, écoutons ce que Rodin me disait. Ce Mayol est aussi grand que les plus grands. Si le mot génie est proprement appliqué à tant de gens a un sens, c'est bien ici. Ce qu'il y a d'admirable en Mayol, c'est qu'il y a toujours, pourrais-je dire, d'éternel, c'est la pureté, la clarté, la limpidité de sa pensée et de son métier. Je suis tranquille sur l'avenir d'un tel homme. Belle-mère, n'est-ce pas, venant d'un aussi grand artiste. On va passer au suivant, l'Américain Dale Chiuli, qui avait perdu son œil dans un accident de voiture. C'est un artiste virtuose du verre soufflé, qui est né à Tacoma, dans l'État de Washington, en 1941, et il est toujours vivant. Chiuli s'est rendu à Venise après ses études universitaires pour apprendre des techniques du verre. C'est un artiste constamment à la recherche de l'innovation pour atteindre sa vision artistique. Il adore expérimenter, ne craint nullement l'échec. Il a été le premier verrier qui a utilisé la force de la gravité et la force centrifuge pour laisser le verre trouver sa forme de façon organique. Le soleil. Vous connaissez sans doute cette œuvre qui est sur les marches du Musée des Beaux-Arts à Montréal. Quand on déambule sur le Sherbrooke, à travers toute cette grisaille, tout à coup nous apparaît cet objet lumineux et brillant qui ne peut être d'autre chose qu'un soleil. Et c'est suite à une exposition qui avait eu lieu en 2013 des œuvres de Chiuli au Musée des Beaux-Arts de Montréal que le musée s'est porté acquéreur de cette œuvre. Le chandelier, oups, ça, on voit un gros plan du soleil. Là, qui s'est fait de tubulure. Le chandelier du musée Victoria et Albert à Londres. Cette œuvre fait partie de la série de chandeliers amorcés en 1992. Celui-ci a été créé en 2001. Chiuli travaille avec du verre richement coloré en s'inspirant des techniques anciennes élaborées au verrier de Murano près de Venise. Chaque élément du chandelier est recouvert d'un adhésif de polyuréthane et est attaché individuellement avec du fil d'acier inoxydable à une armature soudée à une tige d'acier. L'assemblage de cette œuvre a pris 5 jours à une équipe de 6 artisans. Chiuli est un pionnier du verre soufflé et est considéré comme l'un des plus grands verriers au monde. Le pont de verre. C'est une passerelle piétonne partiellement couverte de 500 pieds de longueur qui enjambe l'Interstate 705 à Tacoma, État de Washington. Il a été ouvert au public en 2002. Il était un cadeau que Chiuli a fait à cette ville qui l'a vu naître. Ce qu'on voit, c'est ce que Chiuli appelle son mur vénitien, qui est long de 80 pieds et dans lequel il a disposé 109 de ses œuvres. Il y a un plafond partiel au-dessus
du pont qui est fait de 2000 éléments de verre et vous allez voir aussi à la sortie, il y a les tours de cristal qui attrapent la lumière du jour et semblent être lumineux. Étoile de saphir en 2014. Cette œuvre se retrouve parmi les 32 réalisations de Chiuli qui sont dans les jardins de Kew à Londres. Une réplique peut être également vue au jardin botanique du Bronx à New York. La flamme olympique. Cette œuvre se trouve depuis 2002 à Salt Lake City, site des Olympiques d'hiver de cette année-là. Cette sculpture a une hauteur de 27 pieds. Chiuli Garden and Glass. En 2012, Chiuli a ouvert au public un parc où plusieurs de ses œuvres sont exposées en permanence à Seattle, État de Washington. La lumière de Jérusalem. En l'an 2000, Chiuli a été invité à exposer ses œuvres au musée de la Tour de David de Jérusalem pour célébrer le nouveau millénaire. D'ailleurs, le soufflage du verre aurait été inventé dans cette région du globe il y a 4000 ans. Ce fut la plus grande exposition de son travail. Il avait une pyramide de cristal rose haute de 30 pieds. Cette tour de 48 pieds faite de 2000 tubulures bleu cobalt et un énorme globe créé par 500 morceaux de verre plat pour évoquer la Lune. On voit ici dans son atelier avec ses assistants. Le glaçon Verlin de 2011. Cette œuvre avait été exposée au Musée des Beaux-Arts de Boston et s'est avérée tellement populaire auprès des visiteurs que la direction du musée a décidé de lancer une campagne de levée de fonds pour acquérir l'œuvre de façon permanente. Cette sculpture de 42 pieds en hauteur se retrouve maintenant dans la somptueuse cafétéria du musée où j'ai déjà eu la chance de l'apprécier en personne. Elle est vraiment spectaculaire. On va laisser maintenant M. Chiuli en écoutant ses propres paroles. Je veux que les gens soient renversés par la lumière et la couleur d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimentée. Voilà son credo. On va passer maintenant à M. Antoni Gaudi, qui est né en 1852 en pays catalan, qui est décédé à Barcelone en 1926. Il avait été un architecte remarquable car sachez qu'il y a 7 de ses œuvres qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas n'importe qui peut dire ça. Doté d'une capacité créative hors du commun, Gaudi concevait ses immeubles de façon globale, depuis les considérations structurelles jusqu'à tous les éléments décoratifs. Lui-même maîtrisait à la perfection les techniques de la céramique, de la verrerie et de la ferronnerie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Gaudi, le concepteur architecte, mais plutôt de Gaudi, le sculpteur, qui a créé tant de formes originales pour agrémenter ses projets d'architecture. Les cheminées de la Pedrera. La Pedrera, c'est le nom familier donné à la Casa Milà à Barcelone, un immeuble de logement dont la construction a débuté en 1906 et s'est terminée en 1912. Cette œuvre est considérée comme moderniste. Or, chaque appartement dans l'immeuble avait un foyer et Gaudi a regroupé les cheminées pour en faire une sculpture très originale. L'Iguane du parc Güell. À l'origine, ce parc conçu par Gaudi devait être une cité-jardin pour loger les travailleurs de l'industriel Eusébie Güell. Il devait comprendre une chapelle et 60 maisons. Et hélas, les coûts de construction s'emballent et le projet est abandonné en plein chantier en 1914. Il subsiste aujourd'hui 4 de ces maisons-là et le parc. Une des décorations créées par Gaudi est cette iguane géante décorée de morceaux de céramique brisée. Cette sculpture est devenue un des symboles de Barcelone. Cette même technique qui se nomme Troncadi est abondamment utilisée sur les bâtiments, les fontaines et le banc magistral du parc Güell. La Casa Batlló. C'est un bâtiment, autre bâtiment résidentiel conçu par Gaudi en 1904 à 1906. La façade, considérée comme une des plus originales de Gaudi, utilise la pierre, le fer forgé, les troncadis de verre et de céramique polychrome. On voit une croix et un détail de la toiture, des éléments rassemblant
des pièces d'armure ou de carapaces de tortue. Sa plus grande fantaisie s'exprime sur les éléments fonctionnels du toit. L'œil du dragon, qu'on voit ici, là, une petite ouverture, est inspiré par une roche trouée de la montagne de Montserrat, à quelques kilomètres de Barcelone. Gaudi osa même se lancer dans le design du mobilier pour ce bâtiment. Probablement que son mobilier est axé sur la morphologie humaine, jetant ainsi les bases de l'ergonomie moderne. La façade de sa fameuse Sagrada Familia, cette basilique dont la construction a débuté en 1882 et qui est toujours en cours et doit se terminer en 2026. C'est l'œuvre maîtresse de Gaudi sans aucun doute. Ces façades sont parsemées de sculptures illustrant des scènes évangiles. On voit d'abord ici une scène de la fuite en Égypte de la Sainte Famille suite au massacre des Saints Innocents. On voit Marie monter à dos d'âne. La fameuse scène du baiser de Judas pour trahir Jésus dans les minutes qui vont suivre. Jésus est arrêté et enchaîné à un poteau. On voit aussi le Christ avec sa couronne d'épines escorté par des soldats romains. Deux de ces militaires très rigides sont très menaçants. On croirait y reconnaître soit des évocations de Star Wars ou des formes similaires au chevalier de la Pédérade de Tondo. Le palais Güell, construit par Gaudi pour le richissime industriel Eusébie Güell en plein cœur de Barcelone, sur un terrain plutôt restreint, d'où la construction en hauteur. Faute d'espace d'agrément au sol, Gaudi transforme le toit du palais en véritable parc d'amusement, ou tout au moins d'agrément. Il laisse libre cours à son imagination débridée. On voit entre autres ce puits de lumière au-dessus de l'escalier d'accès qui a l'accès à la terrasse, surmonté d'un soleil, d'une chauve-souris comme girouette et d'une croix grecque. Gaudi a su donner des formes fantaisistes et ludiques à ses élans, à ses cheminées, à ses lanterneaux sur le toit du palais Güell. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, tout architecte qu'il fut, Gaudi a largement sa place parmi les grands sculpteurs de l'histoire de l'art. Monsieur Auguste Rodin. Cet éminent sculpteur français est né en 1840 et est mort en 1917. Il aurait été le plus important sculpteur de la seconde moitié du XIXe siècle et l'un des pères de la sculpture moderne. Par sa grande capacité de travail et d'organisation, Rodin a laissé une œuvre hors norme. L'âge des reins, c'est la première statue en bronze que Rodin fait elle date de 1877. Elle lui apporte une énorme notoriété à l'âge de 37 ans, suscitant plein de commandes autant du privé que de l'État. Voici le modèle de Rodin pour cette œuvre. C'est un jeune soldat belge de 22 ans. Et voici ce que ça a donné comme sculpture. L'homme qui marche. Cette figure est née d'une étude des jambes de son Saint Jean-Baptiste et d'un torse. Rodin les a assemblées vers 1900. Le modelé lisse des jambes contraste avec les crevasses du torse, ce qui accentue la référence à l'Antiquité. Alberto Giacometti se l'est approprié et a réalisé de nombreuses variations sur ce terme, et en lui donnant une signification plus profonde et plus dramatique. Hugolin et ses enfants. Rodin avait sûrement été impressionné par Hugolin de Jean-Baptiste Carpeaux, qu'on verra tantôt. 20 ans plus tard, il reçut la commande pour la porte de l'enfer. C'est alors qu'il dessina plusieurs fois ce personnage de prisonnier qui est rendu fou par la faim qu'on lui impose au point d'en arriver à dévorer ses enfants morts. C'est cela qui lui a valu sa place en enfer. Rodin plaça ce groupe sur la porte de l'enfer, mais plus tard en fit une œuvre autonome qu'on voit ici, dans le jardin de l'hôtel Biron, qui est maintenant devenu le musée Rodin à Paris. Le baiser. Cette œuvre représente Paolo et Francesca, les personnages de la divine comédie de Dante. Rodin en fit une sculpture autonome et l'exposa dès 1887. Le modelé est souple et lisse, la composition très dynamique et le thème charmant, ce qui lui valait à son auteur un succès immédiat.
l'éternel printemps. Rodin se fit le chantre de l'amour, mais il en donna le plus souvent une image tourmentée. Conçu à l'origine pour apparaître sur la porte de l'enfer, l'éternel printemps fut finalement écarté. L'expression de bonheur de ses amants ne pouvait trouver sa place dans cet univers tragique et sombre de la porte de l'enfer. Les Trois Grâces, 1886. Rodin a opté pour 3 hommes plutôt que 3 femmes. Ici, les 3 routes sont du même personnage, leur position ayant subi une rotation. Chaque figure est une version réduite du personnage d'Adam que Rodin avait pensé installer sur les côtés des portes de l'enfer. Les bourgeois de Calais. C'est une sculpture de groupe commandée par la ville de Calais qui a été inaugurée en 1895. Cette œuvre représente 6 personnages qui se sont sacrifiés pour laisser la vie sauve à tous leurs concitoyens alors que la ville était assiégée par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Rodin nous montre des personnages côte à côte, pieds nus, en chemise et la corde au cou. Cette statue de groupe, à travers les attitudes du corps, les expressions du visage, s'efforce de transmettre les états émotifs et psychologiques de chacun des protagonistes. Il existe 12 copies de cette œuvre disséminées à travers le monde, de Copenhague à Séoul. Le cri. Ce buste aux yeux creusés et aux lèvres tendues s'inscrit dans une série de têtes conçues pour le linteau des portes de l'enfer. Il ne peut manquer de nous déranger par la force de l'émotion qu'il suscite. Un critique a dit « Les yeux seuls seraient capables de pousser ce cri ». Iris, messagère des dieux, 1893. Iris, dans la mythologie, fait le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Cette œuvre aérienne, dynamique, suggère des mouvements de danse du French cancan et l'écartèlement de la gymnaste. La position du personnage avec cette absence de la tête et d'un bras, resserre le cadrage sur le sexe féminin. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Rodin ne taillait pas ses marbres lui-même. La plupart de ses œuvres ont été préparées par ses assistants. Lui, certes, il les concevait et en dirigeait de manière étroite la réalisation. Sa grande renommée lui permettait d'engager de nombreux assistants et assistantes, tels Camille Claudel, dont je vous ai déjà parlé. Son atelier a produit 450 marbres, ce qui aurait été impossible sans une organisation solide et productive. Victor Hugo et les Muses. Dès sa jeunesse, Rodin a une grande admiration pour cet écrivain qu'il a connu à travers Notre-Dame de Paris. Au décès de Victor Hugo en 1885, Rodin reçoit la commande de lui ériger un monument constitué à l'intérieur du Panthéon. Rodin choisit de le montrer en exil sur les rochers de l'île de Guernsey, avec les bras étendus comme pour calmer les flots. Le penseur, c'est sa sculpture la plus célèbre. Elle est en bronze et représente un homme en train de méditer et semblant faire face à un profond dilemme. Le premier moulage de bronze date de 1902. La cathédrale. Taillée dans la pierre et laissant apparaître des traces des outils, la cathédrale se réunit dans une même œuvre, 2 mains droites appartenant à 2 figures distinctes. L'espace intérieur entre les mains permet d'y voir une correspondance avec l'architecture gothique, celle de temps de cathédrale. Le vide est une donnée avec laquelle Rodin avait l'habitude de compter dans ses compositions. Bon, enfin, les portes de l'enfer. Je devrais omettre de vous parler de cette sculpture après y avoir fait référence au pamphlet. En 80, la France veut construire un musée des arts décoratifs à Paris. À l'emplacement se trouve aujourd'hui le musée d'Orsay. La commande est placée auprès de Rodin pour y installer une porte monumentale. Rodin s'inspire des portes du ciel du baptistère de Florence. Vous voyez ici. Cette œuvre devient le spectacle des principales œuvres. Au sommet, on voit les 3 grâces, le penseur au centre,
À droite, on reconnaît Ugolin et du côté gauche, ses Armands du Bel. Un moulage en plate datant de 1917 a finalement rejoint l'emplacement pour lequel il avait été commandé, soit l'île du d'Orsay, sans trouver toutefois sa fonction de porte. Bon, le mouvement du mois, je vais vous parler aujourd'hui de l'hyperréalisme. C'est un mouvement pictural qui date du dernier quart du 20e. Ce mouvement pictural date du dernier quart du 20e siècle et consiste en la reproduction à l'identique de l'image en peinture ou en sculpture tellement réaliste que le spectateur vient à se demander est-ce que c'est une peinture ou vraiment une photo. Largement influencé par le pop art, l'hyperréalisme constitue souvent une critique de notre société de consommation. Toutes les images que je vais vous montrer, ce sont des peintures, ils n'ont pas des photos. L'influence de la photographie dans le mouvement hyperréaliste est évidemment majeure. Les peintres de ce mouvement montrent des scènes de la vie quotidienne et souvent des portraits. En sculpture, pour atteindre un maximum de réalisme, les artistes moulent parfois leurs œuvres sur des modèles vivants. Même s'ils reprennent des symboles populaires, le mouvement hyperréaliste s'oppose au pop art en ce qu'il est un art moins abstrait et beaucoup plus figuratif. Les techniques utilisées pour produire de telles œuvres sont diverses, mais tournent toujours, toutes sans surprise, autour d'une photographie. Certains artistes projettent l'image sur la toile grâce à un rétroprojecteur et dessinent ainsi l'image au détail près. D'autres quadrillent la photographie pour reproduire l'œuvre case par case chaque fois. L'objectif de l'artiste étant de montrer la réalité brute, neutre et d'en faire un simple objet. Ça, c'est pas une photo, c'est vraiment un tableau. Ça aussi. Incroyable. L'hyperréalisme constitue souvent un miroir de l'American Way of Life. Norman Rockwell, le sympathique illustrateur du Saturday Evening Post, a été un des annonciateurs de l'hyperréalisme. Celui-ci se servait de la photographie pour éviter à ses modèles des temps de pause trop longs. Mais contrairement à Rockwell, les hyperréalistes en profitent pour critiquer l'American Way of Life actuel. Les tableaux d'Edward Hopper ont été aussi une source d'inspiration pour les hyperréalistes par ses couleurs lisses et crues, par son sens poussé des détails et par la froide distance prise par rapport à ses sujets. Alors, vous avez devant vous un portrait de célèbre sculpteur italien, Michel-Ange, qui est né en 1475 près de Florence, et qui est décédé à l'âge de 89 ans à Rome. On a déjà fait état de ses immenses talents dans plusieurs disciplines. Tous connaissent ses réalisations en peinture, que je vous ai déjà montrées, comme la voûte de la chapelle Sixtine, et sa grande fresque sur le jugement dernier. Aujourd'hui, nous allons examiner les réalisations sculpturales de ce grand virtuose du marbre. Saint Procule. Michel-Ange n'avait même pas 20 ans quand il a reçu une commande pour produire 3 statues pour la basilique de Bologne, dont ce Saint Procule qui était un martyr originaire de cette ville. Cette sculpture respire la vie et l'énergie. L'expression du visage est déterminée et prémonitoire de celle qu'on retrouvera dans son David plus tard. Un ange agenouillé. Parmi ses premières œuvres, on retrouve cet ange créé comme un schéma décoratif pour l'église de San Domenico. Michel-Ange nous présente un ange musclé avec les ailes d'un aigle tenant la base d'un cierge. Ce marbre a été réalisé à la même époque que son Saint Procule. Bacchus. Bacchus, 1497. Ce Bacchus est une sculpture en marbre d'une hauteur de 2 mètres, représentant le dieu romain du vin dans un état d'ébriété avancée, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. On le voit avec les yeux révulsés, son corps chancelant vacille. Assis derrière se trouve un faune qui mange une grappe de raisin tombant de sa main gauche. La même pose se retrouve dans d'autres œuvres de Michel-Ange. On le voit avec les grappes dans les cheveux. La Pietà, 1499. La sculpture en marbre se retrouve dans la basilique Saint-Pierre de Rome et représente l'autel biblique
de la mère douloureuse, ou Mater Dolorosa en latin. Tenant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix avant sa mise au tombeau. Comparé à la Vierge, le corps du Christ apparaît plus petit, donnant ainsi plus d'importance à la mère. La position des deux mains de Marie est fondamentale pour la compréhension de l'œuvre. La main droite, qui est crispée, est occupée à retenir le corps de son Christ, tandis que la main gauche, avec la paume ouverte, l'index tendu, le majeur et l'annulaire légèrement replié, démontre la nature douce et charitable de la Vierge Marie, de son pardon, mais aussi de son grand malheur. David, 1504. Ce David est le chef-d'œuvre par excellence de la Renaissance italienne. Il mesure, imaginez, 5,17 mètres, plus de 16 pieds en hauteur. Michel-Ange avait demandé qu'il soit placé devant le Palazzo Vecchio au cœur de Florence. Mais en 1873, craignant la détérioration de l'œuvre due au climat, on expose désormais l'original à l'intérieur de l'Accademia, une copie de la remplacée à l'extérieur. David est un personnage biblique qui est représenté juste avant son combat avec le géant Goliath. Montré nu et désarmé, pour montrer sa puissance et forte musculature, on compare David à Hercule, le puissant héros grec. L'approche de Michel-Ange a été naturaliste, car il a cherché à nous montrer avec un grand respect la réalité des muscles, les veines, les autres détails de son anatomie. Michel-Ange idéalise ce corps de jeune athlète en recherchant la beauté, en respectant les canons édictés de la Grèce antique. La Madone de Bruges. La Madone est un arbre réalisé en 1504, une hauteur de 4 pieds, et qui est conservé à l'église Notre-Dame de Bruges, en Belgique. Cette Madone a des similitudes avec la Pietà qu'il avait achevée 5 ans plus tôt, notamment à cause du mouvement dans le drapé du vêtement et par son fini. Le long visage ovale de Marie rappelle aussi celui de la Pietà. C'est la seule sculpture de Michel-Ange qui a à avoir quitté l'Italie, et pour cette raison, elle est presque inconnue à Florence. Le tombeau de Jules II. Ce fameux pape avait des idées ambitieuses et extravagantes. C'est pour cette raison qu'il a demandé aux jeunes artistes de Florence de venir travailler pour lui à Rome. Il demanda entre autres à Michel-Ange de lui préparer un tombeau qui se mit d'accord sur un projet d'un monument colossal qui devait être placé au centre de la basilique de Saint-Pierre, rien de moins. Cette commande fut un grand tourment dans la vie de Michel-Ange car on lui demandait constamment des changements. Toutefois, il voulait que ce monument soit achevé d'une manière digne et de lui-même et du pontife. Jules II mit fin au projet et lui commanda plutôt une statue en bronze pour la ville de Bologne et le chargea de la décoration de la chapelle Sistine. Après le décès de Jules II, de grandes modifications sont apportées au projet d'origine. Finalement, c'est la 6e version du projet qui sera réalisée en 1545. La structure est sans doute monumentale, mais très éloignée du mausolée colossal de 40 ans plus tôt. Moïse. Cette statue exécutée en 1515 a finalement été intégrée dans le tombeau de Jules II et se trouve dans la basilique Saint-Pierre au lien à Rome. La légende raconte que Michel-Ange a estimé que Moïse était son œuvre la plus réaliste. Tellement que la statue, une fois terminée, Michel-Ange lui donna une petite tape sur le genou et lui dit « Bon, maintenant parle !» Au centre du monument, la gloire de Jules II, la puissance de cette sculpture attire tout de suite l'attention. Le corps de Moïse est fort et musclé sous ses robes drapées. On peut sentir sa tension et sa colère. L'esclave mourant, de 1516. Faisant la paire avec l'esclave rebelle, ces deux figures d'esclaves se trouvent au Louvre. À l'origine, elles étaient destinées à faire partie du tombeau de Jules II en étant insérées à sa base. Elles ont finalement été écartées dans la version définitive. L'effet non finito ou non achevé nous montre le corps qui s'échappe de la pierre et vient évoquer l'âme captive du corps. Pietà Rondamini, 1553. Cette sculpture non finito en marbre représente Marie, mère de Jésus, debout, soutenant le corps du Christ. Elle mesure 2 mètres de hauteur. Le nom Rondamini vient du fait que pendant des siècles, cette œuvre trônait dans la cour du palais Rondamini à Rome.
Michel-Ange viendrait travailler jusqu'à quelques jours avant sa mort, à 89 ans. Le crucifix de Santo Spirito. C'est un crucifix en bois peint et en étoupe que Michel-Ange a réalisé en 1492. Il se trouve sur le maître-autel de l'hôtel Santa Maria del Santo Spirito à Florence. La particularité de ce crucifix provient du fait que le Christ est représenté par un corps d'adolescent en contrapposto ou en dérochement, si vous avez mieux, complètement nu sur le croix, conformément aux Saintes Écritures. Michel-Ange a toujours tenté de faire exister la forme sous le bloc de pierre en face de lui. Son grand désir de faire vivre la beauté du marbre a été une des forces motrices de son grand talent. Passons maintenant à un autre artiste, l'Américain Dwayne Hansen. Qui est né au Minnesota en 1925 et est décédé en Floride en 1996. Il aurait été un des chefs du fil de l'hyperréalisme en sculpture. Durant les années 60, il décide de travailler de façon réaliste et d'exprimer ses préoccupations sociales. Dans son atelier de Floride, il se met à créer des personnages grandeur nature en effectuant des moulages directement sur ses modèles. Il travaille avec la fibre de verre et la résine, qui lui permettent de reproduire les moindres détails du corps humain, donnant ainsi vie à ses modèles. En plus, il habille et vêt ses créations d'une manière très appropriée, ce qui donne des scènes absolument hyper réalistes de la vie américaine, créant ainsi un vrai miroir de l'American Way of Life, miroir dans lequel les Américains n'ont aucune difficulté à se reconnaître. Supermarket Lady, 1969. Composé en résine de polyester, en fibre de verre et en peinture acrylique, réalisé grâce à un moule en plâtre fait à partir d'un modèle vivant. Cette scène est évidemment à classer dans l'hyperréalisme. Cette œuvre est la caricature d'une américaine des années 60 qui perdure encore de nos jours. Hansen veut montrer que la révolution de la consommation de masse peut rapidement prendre une ampleur considérable, avec un chariot débordant de produits fabriqués industriellement. L'embonpoint du modèle nous porte à imaginer l'opulence de cette société de consommation avec la malbouffe caractéristique des classes populaires. Woman Eating. La sculpture qui se trouve au musée Smithsonian de Washington semble être une femme fossilisée d'une autre époque, saisie dans une scène un peu plus banale. Quoi de plus américain que le fast-food et la gloutonnerie. À ses pieds, on voit un sac de magasinage, ce qui nous renseigne sur ses activités préférées. Young Shopper, 1973. En décrivant cette sculpture, Hansen disait « J'aime les poids physiques de cette femme que cette femme porte. Elle est surchargée par tous les achats et ses sacs de magasinage, au point où elle est devenue presque elle-même un sac. Elle porte le poids de sa vie sur son corps qui lui-même est en surpoids. » Womanhood Dog. Même si elle peut ressembler à une voisine, et même si Hansen travaillait à partir du moulage sur les corps mêmes de ses modèles, ces sculptures ne sont pas des représentations de personnages spécifiques. Par exemple, les lettres que cette femme lit sont adressées à une Minnie Johnson, sauf que le modèle était quelqu'un d'autre qui habitait à proximité de Hansen en Floride. La réalité de cette scène est renversante. Delivery Man, 1980. Hansen a revêtu son personnage d'un habit semblable à un bleu de travail. On devine, grâce aux écritures sur sa chemise et les stylos dans sa poche, il s'agit de son uniforme de travail. L'usure de ses bottes témoigne qu'il fait ce travail depuis longtemps. L'homme est assis sur son outil de travail, un diable où se trouvent des colis qu'il doit livrer. Il semble épuisé et profite d'un instant de répit de ce travail fatigant. L'expression de son visage en témoigne. Hansen a réussi à nous faire comprendre que cet homme, dont l'inclinaison de la tête et la direction de son regard expriment bien sa lassitude. Jogger, 1983. Encore une fois, Hansen nous montre sa fascination pour le lien entre l'art et la vie. Il quitte les couches populaires de la société pour nous présenter possiblement un intellectuel soucieux de sa condition physique. Un de ses amis, un médecin, a posé pour cette œuvre. The Traveler, 1988. Ce voyageur roupé, tout basané qu'il soit, s'appuyant sur une pile de valises bon marché,
en attendant le prochain vol pour rentrer à la maison. The Tourist, 1970. À partir de cette date, Hansen a commencé à représenter des gens ordinaires qui ne faisaient rien de spécial, sauf lire, magasiner ou visiter. Ces touristes sont son œuvre la plus connue. Comme Andy Warhol, Hansen voyait l'ennui et la banalité comme des caractéristiques de la société de consommation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais il a ajouté de l'humour et de l'humanité dans ses œuvres. Sunbather, 1995. Cette sculpture d'une adepte du bronzage a fait partie de l'exposition Beyond Limits à Los Angeles. Man with Ladder, 1994. C'est vraiment hyper réaliste, ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On dirait qu'il va bouger. High School Student, 1992. Et pour terminer, Man on a Bench. Un gardien de sécurité dans un musée raconte avoir vu une femme se pencher devant cette sculpture et demander à l'homme assis s'il se sentait bien. D'autres personnes entament une conversation avec lui jusqu'à ce qu'ils aient remarqué la chaîne de sécurité autour de l'œuvre. Quand on dit hyper réaliste, voilà ce à quoi on s'expose. On va quitter M. Hansen pour vous parler de technique. On va parler maintenant des techniques de sculpture, le modelage, le moulage et l'assemblage. D'abord, le modelage. Le moyen le plus simple pour créer une forme en 3 dimensions, c'est l'action des mains sur une matière plastique. Pour ce faire, le matériau privilégié demeure l'argile. Dans le cas de la cire, le modelage à la main nue n'est que secondaire. Le gros du travail étant exécuté par des outils chauffants. La sculpture modelée en argile ou en terracotta doit être soumise à la cuisson pour assurer sa conservation. Dans le cas des œuvres modelées en plâtre, en sucre ou en carton-pâte, un simple séchage suffit pour garantir la conservation. Le moulage, la technique du moulage, excusez-moi, je vais reprendre mes photos. Voici le modelage encore, ça aussi le modelage en marbre. Le moulage, la technique du moulage n'intervient que dans, de façon secondaire, la conservation et la diffusion d'une sculpture. La matière le plus souvent utilisée pour le moulage est le plâtre, mais le revêtement intérieur du moule doit être recouvert de gélatine. Le sucre, le ciment et la cire peuvent aussi être substitués au plâtre. La technique du moulage a pu être adaptée à plusieurs nouvelles matières comme la résine de synthèse. Le moule permet de reproduire un nombre de fois sans limite une œuvre. L'assemblage. L'assemblage d'une sculpture ressemble à l'idée d'un collage en peinture. C'est donc dire que c'est la réunion de matériaux ou d'objets choisis dans un but prédéterminé. L'art de l'assemblage fortifié par la popularité des installations et de l'hyperréalisme se généralise à partir de 1960. On en a eu l'exemple avec les œuvres de Dwayne Hansen. L'assemblage est obtenu en incorporant une œuvre d'art, des objets tridimensionnels, artistiques ou même des objets trouvés ou recyclés pour défier l'idée traditionnelle de l'art. Jean-Baptiste Carpeau. Ce sculpteur français du 19e siècle qui est né en 1827 et décédé en 1875 dans la région parisienne. C'est en 1844 qu'il rentre à l'École des Beaux-Arts et 10 ans plus tard, il va remporter le prix de Rome. Là-bas, il en profita pour étudier les grands maîtres italiens comme Raphaël, Bernini et Michel-Ange. C'est un sculpteur un peu méconnu, mais qui a produit de très belles œuvres, comme vous verrez. Le pêcheur de la coquille, 1858. C'est une sculpture en plâtre que Carpeau a réalisée à Rome. Ceci représente un jeune homme accroupi, nu et portant un bonnet. Il est décrit comme pêcheur et tient dans ses mains un coquillage qui rapproche de son oreille. Une version en marbre de cette statue se trouve à la National Gallery de Washington. Hugonet et ses enfants. Voici l'homme qui a inspiré Rodin, qu'on l'a vu tantôt. C'est une sculpture réalisée à Rome. Elle représente Hugonet, le tyran de Pise, enfermé et condamné à mourir de faim avec ses enfants par l'archevêque local. Carpeau essaie d'y exprimer des passions les plus violentes et d'y attacher la tendresse la plus délicate.
La Négresse, 1864. Avec cette œuvre réalisée à la fin de la guerre de sécession américaine et alors que l'abolition de l'esclavage en France date d'une quinzaine d'années, Carpeaux a voulu manifester les horreurs de l'esclavage. Il fit une série sur le même sujet qu'il baptisa « Pourquoi naître esclave ?» Les quatre parties du monde. Le baron Haussmann, ce grand réformateur de l'urbanisme de Paris, commanda à Carpeaux une fontaine pour le jardin d'observatoire. Carpeaux choisit de représenter les quatre parties du monde dansant une ronde tout en supportant la voûte céleste. Ce goût pour le mouvement est une des caractéristiques de l'art de Carpeaux. Ce n'est qu'un an avant la mort de Carpeaux que le bronze, cette œuvre a finalement été coulé et que la fontaine devient fonctionnelle, soit en 1874. La danse. Est-ce qu'elle s'appelle la fontaine de comment? A-t-elle un autre nom, la fontaine, monsieur? Les quatre parties du monde. Ah, OK. La danse, c'est un haut relief réalisé par Carpeaux en 1869 pour orner la façade de l'Opéra Garnier, alors en construction. Charles Garnier, qui était l'architecte du bâtiment, confirme la commande à Carpeaux, qui avait été un de ses camarades à la petite école. Le groupe de personnages est constitué d'un jeune homme souriant et debout, jouant du tambourin, pendant qu'il est entouré de jeunes filles qui dansent chez lui. Les deux vocations de ce prestigieux immeuble sont donc représentées, soit la musique et la danse. Son inauguration, l'œuvre a causé scandale, à cause de la nudité totale des personnages et du traitement réaliste de Carpeaux. L'opinion publique demandant qu'on retire l'œuvre était telle que Napoléon III était sur le point de commander une œuvre de remplacement à un autre sculpteur lorsque se déclara la guerre de 1870. Voilà ce qui a sauvé cette œuvre. Après, on dirait que les guerres n'ont pas d'avantage. L'amour à la folie, 1869. Ah non, ça c'est encore la danse, excusez-moi. L'amour à la folie, Carpeaux a repris un fragment de la danse pour en faire une sculpture autonome. On voit un enfant au pied du génie de la danse qui lève le bras gauche pour brandir une marionnette afin d'encourager les festivités. La rieuse. Cette grande sculpture est une épreuve en terre cuite patinée, symbolisant bien sûr la joie, mais aussi la liberté et une ode au mouvement. C'est une actrice du Palais Royal du nom de Mademoiselle Miette qui a posé pour cette œuvre. Carpeaux a aussi créé deux œuvres similaires, soit la rieuse napolitaine et la rieuse aux roses. Les trois grâces. Inspiré du groupe de la danse de l'Opéra Garnier, ce maître sculpteur montre les trois bacchantes coiffées de lierre, de roses et de laurier. Ils forment un groupe resserré autour d'un axe végétalisé, multipliant les points de vue par le jeu des regards et des mains. Le buste de Jean-Paul Gérôme, 1871, cette sculpture en plâtre patiné, représente le peintre académicien qui était un contemporain de Carpeaux. Ce dernier décide de faire ce buste dans un moment où il n'avait pas de commande. Le traitement réaliste donné à l'abondante chevelure souligne la finesse des traits du visage et renforce le romantisme de cette représentation. La touche impressionniste donne à ce buste un caractère novateur. Le buste de Charles Garnier. Cette sculpture en plâtre représente l'architecte de l'Opéra Garnier, qui porte maintenant son nom pour le distinguer du nouvel Opéra Bastille. Carpeaux a réalisé cette œuvre presque à la sauvette dans un atelier de fortune qu'il avait installé dans les combles de l'Opéra alors en construction. Cette œuvre a été exposée au Salon de 1869. La retour maintenant au Petit Palais, qui est le musée des Beaux-Arts de Paris. Frères et sœurs orphelins du siège de Paris, 1871. Cette sculpture en terre cuite représente deux enfants devenus orphelins pendant la guerre de 1870 contre la Prusse. On voit la jeune fille qui tient le petit frère avec à leur côté le petit chien. Carpeaux en avait fait un tableau avant de faire la sculpture. Triomphe de la flore en 1873, c'est un haut relief en terre cuite. Carpeaux avait réussi la commande pour décorer la façade du pavillon de flore au Louvre du côté de la Seine. Il montre une jeune déesse émergeant des feuillages, entourée de petits poutis espiègles. Cette plénitude et cette gaieté rend l'œuvre immédiatement sympathique.
Sa flore est éblouissante de joie de vivre. Edmond Goncourt a dit de Carpeaux: aucun sculpteur n'a mis comme lui dans le marbre, dans le bronze, dans la terre cuite, toute la vie grâce de la chair. Ce buste représente Carpeaux, qui représente Carpeaux se trouve sur sa tombe. Il est l'œuvre de Ernest Hiol, un confrère. Passons maintenant à la dernière artiste du jour, Niki de Saint-Phal. Cet artiste français est né en 1930 dans la région parisienne et est décédé en 2002 en Californie. Elle a d'abord été mannequin puis mère de famille. Sachez qu'elle n'a reçu aucune formation académique, elle n'a jamais fréquenté d'école d'art, contrairement à tous les autres artistes. Elle s'est nourrie d'échanges artistiques fréquents avec ses aînés. En 1961, elle est membre du groupe des nouveaux réalistes avec César Christo et Yves Klein. Niki de Saint-Phal laisse derrière elle une œuvre immense. Gwendoline, 1966. Cette sculpture en polyester se trouve dans le parc d'un musée en Suisse. C'est en voyant une de ses amies enceintes que Niki eut l'idée de se lancer dans une série de sculptures très colorées, représentant des femmes aux formes généreuses qu'elle a appelées ses nanas. Gwendoline, qu'on voit ici, a été sa première nana en polyester. À partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort, elle produira des centaines de nanas. Il est intéressant de savoir que lorsque Niki était toute jeune à New York, elle avait une nourrice du nom de Nana. Nana, je vais vous présenter deux de ces nanas, ces femmes monumentales qui sont libérées du mariage et du masochisme. Elles sont elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de mec, elles sont libres et elles sont joyeuses. Ceci ne l'a pas empêché d'épouser Jean Teillier, un artiste suisse, en 1961. Cette première nana qu'on voit à l'écran, je pense qu'elle est à Montréal. Moi, je me souviens d'avoir vu sur le campus de l'Université McGill le nom de la rue Sherbrooke. Je ne sais pas si elle est encore. Ça, c'est une autre nana qu'on trouve ailleurs. Une jambe en l'air. La fontaine de Stravinsky. C'est une œuvre conjointe qu'elle a réalisée avec son mari en 1983. Cette fontaine est située voisine du musée Georges Pompidou au cœur de Paris. Elle comprend 16 sculptures rendant hommage aux compositions de ce musicien. Les statues sont toutes mécanisées, noires ou colorées. Elles sont animées par des jets d'eau. Cette œuvre célèbre le lien entre l'art et la vie. Si l'ensemble convie à la fête et à l'amusement, il y a une part d'ombre qui évoque notre condition de mortel. C'est le bonheur des enfants, je crois. Le Jardin des Tarots en Toscane. C'est son parc, c'est sa vie. Elle y a consacré 2 décennies complètes de 1978 à 1998. L'inspiration lui est venue du célèbre jeu de cartes qui prédit l'avenir. On y retrouve la générosité de ces nanas, mais décuplée. Tout dans cette œuvre est couleur, rondeur et sentiment infini. Elle a voulu créer un jardin de joie et d'imagination. Ce projet grandiose lui a été fortement inspiré par le parc Güell de Gaudi à Barcelone. Elle lui doit beaucoup quand on voit ses audacieuses mosaïques. On se promène dans ce jardin aménagé dans une ancienne carrière, en suivant un savant jeu d'escaliers, de terrasses et de voûtes. Nana sur un dauphin. C'est une œuvre de 1998 en fibre de verre et mosaïque. Le dauphin est couvert de tuiles de mosaïque aux couleurs vives et brillantes. Sur sa tête se tient une nana en maillot de bain. Avec sa main droite, elle tient un ballon rouge pendant que sa main gauche est orientée vers l'arrière. Cette œuvre se trouve à New York devant le musée des femmes dans les arts. Le Dieu Soleil, 1983. Une sculpture monumentale qui se trouve sur le campus de l'Université de Californie à San Diego. Il est construit en fibre de verre peinte. Cette sculpture exubérante et colorée a une hauteur de 14 pieds installée sur une arche de béton de 15 pieds en hauteur dans un décor végétal. My Heart Belongs to Rosie, 1965. Niki de Saint-Phal admirait les femmes au fort caractère. Elle aimait les femmes qui n'avaient pas peur de dire non. Rosa Parks était l'une d'elles, figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux USA. Elle est devenue célèbre en 1965 lorsqu'elle refusa de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery en Alabama. Elle fut défendue par un pasteur du nom de Martin Luther King.
Elle, une cathédrale. C'est une sculpture monumentale qui a été en 1966. On voit une gigantesque nana couchée sur le dos, jambes écartées, offrant son vagin comme entrée au public. Elle a une toute petite tête, de gros seins et le ventre rond d'une femme enceinte. À l'intérieur de la sculpture, qui se visite comme une maison, on trouve différentes salles. Cette sculpture pèse 6 tonnes et a été réalisée au musée de Stockholm. Elle a connu un grand succès auprès du public. Curieux de voir ce phénomène inusité. L'œuvre n'aura duré que 3 mois et a ensuite été détruite car elle occupait le hall central de ce musée. Cette œuvre avait quelque chose de magique. Les gens se sentaient bien près d'elle et en elle, semble-t-il. Tous ceux qui s'en approchaient ne pouvaient s'empêcher de sourire. L'année suivante, le nombre de naissances augmentait à Stockholm et cela fut attribué à cette sculpture. Les 3 grâces. C'est un ensemble de 3 œuvres d'art public qui font partie du projet que Dickey a réalisé pour le Musée des femmes dans les arts de New York. Ce sont des nanas qui dansent voluptueusement, qui sont en fibre de verre recouvertes de mosaïques de couleur vive avec des maillots de bain en motif. Son auteur a déclaré que cette œuvre symbolisait l'harmonie et l'unité entre les diverses races. J'ai appris qu'un film va bientôt être tourné sur la vie de Niki de Saint-Phal. Imaginez, c'est Charlotte Leveau, la comédienne québécoise installée en France depuis quelques années, qui va tenir le rôle de cette sculptrice de génie. Alors, c'est sur cette image que je vais vous souhaiter de belles vacances et vous remercier de votre attention habituelle. Merci à tous. Merci.